Bonjour tout le monde, je suis Célia Pénavert, je suis journaliste à la rédaction des Échos et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette édition d'Entrepreneur Coaching Day où il y a de plus en plus de monde chaque année. Ça fait très plaisir à voir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Élodie Carpentier, qui est la cofondatrice du Rouge Français. Et l'idée, c'est qu'elle vous partage un petit peu son parcours, la vie de son entreprise, comment ça s'est passé. Et on va faire une petite session toutes les deux de questions-réponses. Et ensuite, vous pourrez lui poser des questions. Donc n'hésitez pas, notez vos questions. Et puis le micro sera à vous après notre petite intervention. Bonjour. Bonjour. Alors, le Rouge Français, c'est une marque pionnière dans le domaine des cosmétiques, mais j'aimerais que tu me racontes un petit peu ça veut dire quoi, une marque pionnière aujourd'hui? Bien sûr, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis Élodie, la cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Être pionnier, c'est ouvrir un chemin, montrer une voie, prendre des risques aussi. En fait, être premier, c'est pionnier, c'est être premier, pardon, mais c'est surtout investir dans une innovation. Donc moi, j'ai créé le Rouge Français lorsque j'étais enceinte. J'ai eu ce déclic que je partage avec beaucoup de femmes, qui en fait est de consommer mieux, de consommer moins mais mieux, et surtout de savoir ce que on se met sur la peau. Donc moi, j'étais dans l'industrie pharmaceutique toute ma vie, donc un vrai combat pour la santé et la santé de la femme. Je suis ingénieure biotechnologie de formation, et c'est vrai que ce déclic lors de ma grossesse m'a fait comprendre que les produits de cosmétiques et notamment de maquillage avaient beaucoup d'ingrédients controversés. Donc, pour faire vraiment attention à ce que je mets sur la peau et aussi partager ma passion de la botanique, je me suis rendu compte que sur le marché, toutes les couleurs, les pigments étaient issus de la synthèse chimique, donc du pétrole, et donc non durables, mais surtout controversés pour la santé. Et les 1% qui restent venaient du minéral et notamment du mica, qui sont des pigments qui sont extraits du sol, donc non durables. Et c'est là que la botanique et les plantes sont intervenues. Donc être pionnier pour nous et pour la Maison Le Rouge Français, c'est d'avoir lancé pour la première fois au monde des maquillages avec des colorations végétales, avec des couleurs qui viennent de ces plantes, dont je vais vous raconter quelques histoires, quelques anecdotes, qui sont des plantes tinctoriales, donc qui sont des plantes aux propriétés colorielles, la couleur qui est l'ADN même du maquillage, mais aussi biologique. Et bien sûr durable. Donc on va être sur des vraies actions positives pour la planète. Alors du coup, c'est bien, tu as eu le déclic au moment de ta grossesse, mais après, il faut mettre en place ça. Comment tu arrives à trouver ces plantes? Ça a été quoi le cheminement? Et après, surtout, comment tu passes? J'ai trouvé des plantes qui fonctionnent. Comment après, tu traduis ça en produits concrets? Alors, le Rouge Français, Célia, comme tu l'énonces, c'est une marque de maquillage. C'est aussi une marque En fait, c'est une société, une jeune green tech de biotechnologie. Et donc, effectivement, pour passer du sourcing, vraiment du champ au produit fini, il a fallu s'intégrer sur l'ensemble de cette chaîne de valeur pour maîtriser ces process. Donc, on a en fait fait ce challenge finalement de remettre au goût du jour une industrie qui est perdue, qui est celle de la plante tinctoriale, notamment en France. Ici, vous voyez des racines. La couleur végétale peut venir aussi de graines, de fleurs. Et en fait, ces racines ici, ce sont des racines de garance. Et au XVIIIe siècle, la France était le premier pays exportateur de garance au monde. Donc c'est un savoir-faire historique français qu'on a perdu et que effectivement le Rouge Français s'engage en action positive pour recultiver en France, en local, en Provence, en Charente-Maritime et même dans le 93, puisqu'on a un beau projet avec une association de culture de fleurs qui va se mettre à la plante tinctoriale pour extraire en fait ces colorants, donc créer des brevets sur des process d'extraction qui vont permettre de créer des pigments. Et derrière, ces pigments vont être intégrés effectivement dans une formulation qu'on a aussi brevetée avec des huiles, des beurres pour créer ces produits. Comme vous voyez ici, ce rouge à lèvres qui s'ouvre aussi comme une belle fleur, comme une origami japonaise, avec le pistil, les sépales de la fleur. Et on intègre aussi donc, dans ces jalons de la chaîne de valeur des actions positives pour la planète, notamment sur les packaging, qui sont aussi biosourcés végétales à l'huile de ricin. Donc là, ce n'est pas du plastique, vous êtes sur de l'huile de ricin biosourcée qui va être recyclable. Et bien sûr, on intègre un système de recharge. Donc le rouge à lèvres se recharge pour consommer aussi moins de packaging. Et elle fait tout ça d'une main, vous avez vu? On sent l'expérience. La technique.
Alors, tu parles de brevets, tu parles de chaîne de valeur, etc. Il faut quand même de l'argent pour tout ça. Comment tu as financé et est-ce qu'on peut raconter un petit peu l'histoire du financement de l'entreprise? Alors, avoir une bonne idée, être pionnier dans un secteur, c'est bien. Mais pour se lancer, voilà, il faut prendre des risques. Il faut avoir peur de rien. Donc, il faut bien savoir s'entourer. Moi, je conseille à tous les entrepreneurs, et c'est le sujet de la journée, sur les coaching days, de pouvoir s'entourer de bons partenaires, de bons associés aussi. Parfois, vous n'êtes pas obligé de vous lancer seul. Moi, j'ai réussi à convaincre mon mari. C'est une chance un peu extraordinaire. C'est déjà pas mal. Voilà, qui m'a rejoint dans l'aventure. Donc, on a mis tous les deux en fonds propres au démarrage, parce que bon, au début, j'ai commencé comme un peu tout le monde, en auto-entrepreneur, à créer mes formules dans ma cuisine, à faire des salons comme le Veggie World ou des salons du bio, puisqu'on est certifié bio, vegan, fabriqué en France et sans dioxyde de titane. Donc voilà, on était sur ce type de salon. Et puis, très rapidement, on a fait des concours d'innovation. Ça, je vous le conseille aussi, les concours d'innovation, c'est magique, parce que derrière, quand vous gagnez certains prix, vous avez beaucoup de visibilité. Vous pouvez accéder à des pitchs devant des investisseurs, et c'est là où en fait tout s'est déclenché. Donc avec ces pitchs investisseurs, on a fait un salon, on a gagné un concours d'innovation, et on a plusieurs investisseurs qui nous ont couru derrière après un pitch qui était en plus catastrophique. On n'était pas du tout à l'aise, c'était les premiers pitchs qu'on faisait. Et on a le groupe L'Occitane qui est rentré dans notre capital. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être incubé chez Obratori, donc le groupe de start-up studio d'innovation du groupe L'Occitane. Et derrière, je voulais des femmes aussi à mon capital. Et donc là, je vous donne un mot magique et je vous conseille tous de bien le noter sur votre cahier. C'est GUST. G-U-S-T. Et donc, c'est une plateforme qui vous donne accès en déposant votre business plan, votre dossier, à plein de réseaux de business angels. Donc après avoir mis notre propre argent et le love money, vos copains, vos cousins, etc., on a été voir ces business angels qui se regroupent en réseau. Et il y a un cercle qui s'appelle Femmes Business Angels, où c'est que des femmes, et qui ont intégré notre capital. Je les voulais absolument. On a aussi Chantal Baudron, qui est la première femme business angel de France. Et après, il ne faut pas oublier les régions, comme ici la région Île-de-France, des groupements. C'est vrai que faire des salons comme Go Entrepreneur, des regroupements d'événements où il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui vous apportent un réseau, et notamment les anciennes écoles comme HEC. Nous, on a intégré INSEAD aussi, donc les anciens de l'école INSEAD, donc des industriels. Et après, je vous conseille de contacter les gens en direct sur LinkedIn. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris, il faut oser. Exactement, c'est le mot de la journée. Tu parlais d'un pitch catastrophique. C'est quoi un bon pitch? Alors un bon pitch, il doit être court, synthétique, avec des mots-clés. Celui du Rouge Français, c'est de sublimer les femmes avec la coloration végétale, d'avoir des formules qui sont certifiées bio, vegan et fabriquées en France, avec des packaging éco-responsables. Voilà, c'est ça un pitch court, simple, synthétique, et qui donne une vision aussi. Il faut donner envie aux investisseurs d'investir chez vous, notamment sur des valeurs, des engagements pour la planète, pour le climat, pour les générations futures. Nous, on a été soutenus dès les débuts par BPI France, qui donne aussi certains prêts, certaines conditions. Et récemment, ils nous ont nommés éclaireurs en fait, de la communauté du coq vert. Donc, c'est les green tech engagés pour le climat. Et ça donne vraiment une notoriété, un but. Et les investisseurs se disent moi aussi, j'ai envie d'investir pour le futur, parce que le Rouge Français va en fait changer toute l'industrie de la couleur. Pas simplement lancer du maquillage, c'est vraiment changer une industrie de l'automobile, de l'aéronautique, du textile. Demain, tous nos vêtements, tous nos biomatériaux dans les automobiles seront colorés, seront teintés avec des plantes et plus de chimie. On l'espère en tout cas. C'est la vision. Donc l'entreprise, tu l'as créée en 2018, c'est ça, il me semble. Derrière ça, la crise du Covid est arrivée. Et comment vous avez géré ça? Parce que quand on fabrique du rouge à lèvres, vous comprendrez bien qu'avec les masques, c'est pas évident. Donc vas-y, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu cette expérience. Comment on traverse les crises quand on est chef d'entreprise comme toi? Alors ça a été très dur, lancer une innovation mondiale en plein Covid,
avec effectivement ce rouge à lèvres qui est l'ennemi numéro 1 du masque. Hein. C'est caché. Les acheteurs ne nous référençaient pas, nous disaient plus tard. Du coup, c'est la résilience. Quand on est entrepreneur, il faut trouver des solutions. Se dire comment je peux avancer, comment je peux générer du business dans ce contexte qui n'était pas prévu dans le business plan, dans ce contexte qui change et qui clairement nous met des bâtons dans les roues. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a levé des fonds, on a continué à montrer cette vision à des investisseurs et on a lancé en fait des produits pour sortir du masque. Donc le regard qui s'arrêtait un peu moins en termes de vente et des produits complémentaires de soins pour le visage et du vernis. Ce qui n'était pas prévu au business plan au départ. Qui n'était pas du tout prévu. Donc, en fait, c'est complètement switcher le business pour rebondir. Voilà, donc il a fallu encore prendre des risques, lancer des nouvelles gammes de produits. Et aujourd'hui, voilà, ça paye puisqu'on a plus de 60 références produits. Donc être pionnier, c'est bien, mais il faut être leader. Donc il faut lancer vite. La cosmétique, c'est la course à l'innovation. Du coup, aujourd'hui, voilà, on est référencé dans des belles parfumeries sélectives, dans le travel retail, notamment chez Lagardère, mais aussi dans des hôtels et des palaces de luxe parisiens, dans les spas ou même sur des formats mini. On a des mascaras, des eyeliners full size en grand format, mais aussi en format mini, qui nous permet de rentrer en fait en chambre. Donc c'est comme des cadeaux pour les clients en fait des hôtels et des palaces. Et ça permet de générer pas mal de volume. Et d'être dans une niche luxe, parfumerie sélective, c'est toi qui l'as choisi, ou de ne pas aller en grande distribution ou dans des réseaux plus vastes? Alors en fait, le positionnement, c'était aussi se dire on veut créer une marque qui soit premium, qui en fait propose des packagings qui soient désirables, donc sans compromis pour la santé, mais aussi l'environnement, mais pas faire de compromis sur la beauté. Avoir des packagings transparents, désirables, avec la femme ou l'homme qui soit fier de sortir en fait ses produits de maquillage ou de soins de son sac à main. Voilà, ça a un certain prix, parce que les packagings durables, les matières premières, cette matière première à l'huile de ricin coûte assez cher. Les produits aussi, les plantes, hein, on est sur des formules qui sont 100% naturelles, qui sont certifiées bio, donc en culture sans pesticides. Ça a un coût. Mais en même temps, on ne voulait pas non plus être niche, ultra premium, inaccessible. Donc on a créé vraiment ce business model de la recharge, où on est à 25 €. Donc là, on est très access market sur la recharge. Donc la personne a accès à toutes les teintes pour un prix un peu plus agréable et accessible. Les mini aussi, qui permettent de découvrir la marque. On a aussi un Chicken Lips pour les blushs et les lèvres, qui est pareil à 25 €. Ouais. Donc voilà, des produits d'entrée, d'appel, qui permettent de faire découvrir la marque et qui donnent un positionnement access luxe et pas très non plus inaccessible. Ok, alors j'aimerais qu'on revienne sur on a parlé des difficultés de la crise Covid. En ce moment, on entend beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre, de problèmes logistiques, de problèmes de matières premières. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? Alors cette pénurie, elle touche tout le monde. Elle touche les ingrédients issus du végétal aussi. On est sur, en fait, aujourd'hui des process qui nous permettent d'extraire les colorants pour fabriquer des pigments. Donc, c'est intégré en amont de la chaîne de valeur et ça nous donne de l'indépendance. Vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis de certaines filières de sourcing. Mais néanmoins, il faut toujours aller chercher les plantes. Donc, on a beaucoup travaillé, beaucoup investi sur en fait, les qualifications de filières endémiques de la plante, puisqu'il faut aussi aller sourcer les plantes où elles sont originaires. Par exemple, là, le roucou est originaire d'Amérique du Sud. C'est une graine en fait qui s'appelle là aussi l'arbre à rouge à lèvres, donc c'est assez poétique, qui est utilisée par les Amérindiens depuis la nuit des temps dans les cultures ancestrales et qui l'utilisaient donc pour s'enduire de rouge le corps pour se protéger du soleil et des moustiques ou dans les rites de passation. Et donc on va la sourcer dans son pays endémique d'origine pour respecter la faune, la flore, la biodiversité. Donc cet impact local, filière durable, éthique, responsable, mais aussi en assurer la durabilité, la pérennité. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher en amont des filières qui sont durables, peu importe les crises, peu importe les conflits politiques qu'on peut avoir. C'est jamais évident. Tu gardes une relation privilégiée qui te permet d'être approvisionné quoi qu'il arrive. Voilà, c'est jamais évident, mais avoir cette relation privilégiée est clé.
signer des contrats sur le long terme. Après, sans être, comment dire, on aime bien être dans le minimalisme, des cultures ancestrales, être proche de la nature, mais des fois, c'est important aussi de pouvoir prévoir, anticiper les prochaines étapes et donc de faire des stocks. Sans surstock, c'est important d'être dans la frugalité. Ça coûte de l'argent, le stock aussi. Mais parfois, c'est obligé de faire des stocks. Ouais, pour pouvoir passer ces crises-là. Exactement. Il faut anticiper, investir pour le futur, surtout lorsqu'on voit des crises arriver, notamment sur certaines filières. Je pense que vous avez tous vécu l'histoire du pot de moutarde. Donc voilà, nous, c'est certains cires, certaines huiles qui sont assez rares, qui peuvent être cultivées dans des pays spécifiques. Et s'il y a un conflit, c'est coupé. Donc il faut trouver des solutions. Très bien. Alors, tu as déjà donné beaucoup de conseils et fait passer beaucoup de messages. Si tu devais en garder qu'un, ça serait quoi le conseil ultime aujourd'hui que tu as envie de donner aux personnes qui sont là? Alors moi, le conseil, c'est de pouvoir en fait créer des business qui ont un impact systémique sur la planète, sur l'environnement et aussi sur notre société actuelle, avec des dimensions éthiques. Ça peut être la santé, mais ça peut être autre chose, la réinsertion sociale. Il y a énormément d'engagement, de combats à choisir, mais si vous pouvez choisir des business qui ont ces valeurs-là, je pense que vous allez réussir parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est là où les investisseurs investissent, les fonds d'investissement, les business angels. Vous avez aussi beaucoup de projets au niveau régional ou même européen qui peuvent vous donner des subventions, des concours d'innovation pour être visibles. Donc voilà, si vous avez un business à monter, montez un business à impact.